Au tout début de l'Ordovicien, qui s'étend approximativement de 485 millions d'années à 443 millions d'années, notre planète porte encore l'héritage du Cambrien, mais s'apprête à franchir une nouvelle étape dans l'histoire de la vie. Les continents, dont la forme et la position ont changé au fil des ers, se trouvent alors largement recouverts par des mers peu profondes. Cet environnement particulier, où la terre ferme est souvent immergée, favorise le développement de multiples formes de vie marine. Dans ce récit, nous allons explorer en détail l'installation progressive d'un événement majeur, la grande biodiversification ordovicienne, et comprendre comment le climat, la géographie et une oxygénation croissante des eaux marines ont mis en place un monde marin extraordinairement dynamique entre environ 485 millions et 470 millions d'années. Pour commencer, il faut imaginer la Terre telle qu'elle était à cette époque. Gondwana, l'immense supercontinent rassemblant la majeure partie des terres situées aujourd'hui dans l'hémisphère sud, s'étend alors près du pôle sud. Des masses continentales telles que Laurentia, correspondant grosso modo à l'actuelle Amérique du Nord, se trouvent à l'équateur, tandis que Baltica et d'autres micro-continents occupent des latitudes intermédiaires. Cette répartition crée de véritables plateaux carbonatés en zone tropicale, caractérisés par des mers peu profondes, chaudes et riches en sable ou en calcaire, tandis que des rivages nettement plus froids bordent les régions polaires. Les paléogéographes, c'est-à-dire les spécialistes qui reconstituent l'agencement ancien des continents, s'accordent sur le fait que ces grands bassins peu profonds ont joué un rôle fondamental dans l'essor de la vie tout au long de l'Ordovicien. D'un point de vue climatique, l'Ordovicien se signale par une atmosphère assez chaude et riche en dioxyde de carbone, ce que confirment les analyses des sédiments fossiles et les reconstitutions paléoclimatiques. Les océans, eux aussi, sont plus chauds que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Néanmoins, on observe déjà une tendance de fond au refroidissement, lente mais réelle, marquée par la mise en place progressive de calottes polaires autour du pôle sud. En parallèle, l'oxygénation des eaux connaît un essor décisif. Des études publiées entre 2023 et 2024 suggèrent que le niveau d'oxygène dissous dans les mers commence à augmenter de façon durable dès le début de l'Ordovicien. Cette hausse d'oxygène est susceptible d'avoir stimulé la diversification des formes de vie, en permettant à des animaux plus actifs et plus variés de prospérer dans les différents écosystèmes. C'est dans ce contexte que prend forme la grande biodiversification ordovicienne, la GOB. Il ne s'agit pas d'une explosion soudaine sur quelques milliers d'années, mais d'une longue suite de pulsations évolutives, c'est-à-dire de phases successives d'apparition de nouvelles espèces s'étalant tout au long de l'Ordovicien. Cette montée en diversité repose à la fois sur l'apparition de groupes novices, mais aussi sur le réagencement, voire l'expansion, de lignées déjà présentes à la fin du Cambrien. On parle souvent d'un grand bond en avant dans l'organisation des écosystèmes, au sens où les réseaux trophiques s'enrichissent et se complexifient davantage que par le passé. Cependant, la GOB n'a pas le même rythme partout. Selon une étude de 2025 réalisée sur la marge de la Chine du Nord, certaines régions conservent des assemblages de type plus ancien durant une bonne partie de l'Ordovicien inférieur. Dans ces zones, la diversification maximale, c'est-à-dire le moment où la multiplication des espèces et l'augmentation du nombre de niches écologiques atteignent un pic, n'a lieu qu'au moyen Ordovicien. Ces différences régionales rappellent qu'il ne suffit pas d'avoir un climat global et de l'oxygène. Les spécificités locales, comme l'emplacement des continents, la profondeur des mers ou l'influence de courants marins, peuvent moduler les trajectoires évolutives régionales. Pour comprendre comment cette biodiversité se manifeste concrètement, il suffit de se pencher sur plusieurs sites fossiles remarquables, appelés Lagerstätten. Ces gisements exceptionnels, où la préservation des organismes est particulièrement fine, offrent une fenêtre unique sur les premiers stades de la GOB. Au Maroc, dans la région du bassin de Tafilalt, on trouve le fameux Fezuata biota, daté d'environ 470 millions d'années. Cette communauté vivait dans des mers peu profondes, souvent traversées de sédiments. À Fezuata, les paléontologues découvrent un mélange fascinant. On y voit encore des créatures typiquement cambriennes, telles que les anomalocaridides et les lobopodiens, mais aussi des formes déjà plus proches des faunes ordoviciennes classiques, comme des brachiopodes, des échinodermes variés ou des arthropodes plus avancés. Cela montre que la transition entre le Cambrien et l'Ordovicien ne se fait pas d'un seul coup.
Certains groupes hérités coexistent avec les nouveaux venus pendant un laps de temps considérable. Dans le même secteur de Fezuata, une nouvelle localité nommée Taichut a récemment livré, entre 2022 et 2023, des fossiles d'arthropodes géants. Les débris de ces créatures indiquent des tailles pouvant atteindre environ 2 mètres de longueur. S'ils sont partiellement fragmentaires, ils suggèrent néanmoins que ces animaux de grande taille, peut-être des prédateurs ou des charognards, étaient capables de nager librement dans la colonne d'eau. Cette découverte met en lumière la présence précoce, dès l'Ordovicien inférieur, de grands arthropodes nageurs susceptibles de structurer l'ensemble des communautés environnantes, soit en exerçant une pression de prédation, soit en intervenant en tant que charognards sur les carcasses tombantes au fond. À l'autre bout du globe, dans la région de la Montagne Noire, au sud de la France, une faune polaire surnommée le Cabriaire biota présente un instantané tout à fait complémentaire. Daté d'environ 470 millions d'années, ce gisement, décrit en détail en 2024, est un exemple de Lagerstätte, parfois associé à un environnement proche du pôle sud de l'époque. Là-bas, le climat, bien que globalement plus chaud que sur Terre de nos jours, restait polaire à l'échelle de l'Ordovicien. Les paléontologues ont retrouvé non seulement de nombreux trilobites, ces arthropodes marins iconiques de l'ère paléozoïque, mais aussi des brachiopodes, des cnidaires, des échinodermes, des iolites et divers arthropodes ou lobopodiens. On y observe même de rares traces de tissus mous, comme des systèmes digestifs ou des cuticules, conservés sous forme d'oxyde de fer. Ce site révèle que, malgré l'idée d'un Ordovicien globalement chaud, des niches polaires accueillent déjà une biodiversité florissante, loin des latitudes tropicales. Les organismes trouvés là-bas éclairent la manière dont les faunes polaires ont pu prospérer dans des conditions plus extrêmes, échappant à la compétition et aux températures plus élevées des plateaux tropicaux. D'autres localités, comme le biote d'Afongam, au pays de Galles, étoffent ce constat. Dans ces régions, on trouve des communautés dominées par des éponges, des algues et divers vers, avec une présence arthropode moins écrasante que sur certains sites plus médiatisés. Cette variété de configuration souligne que la gobe recouvre une multitude de façons d'habiter les mers ordoviciennes. Selon les environnements, le substrat ou la distance à la côte, les groupes d'animaux dominants ne sont pas les mêmes. Dans certaines aires, ce sont les trilobites qui règnent sans partage. Ailleurs, la présence de grands arthropodes nageurs domine, tandis que dans d'autres zones, on peut observer un règne de petits organismes fouisseurs ou de filtreurs. Sur le plan taxonomique, plusieurs grands groupes se mettent en place ou se diversifient très tôt au cours de l'Ordovicien. Les trilobites, par exemple, restent des acteurs majeurs. Déjà apparus au Cambrien, ils continuent de se scinder en de nombreuses lignées endémiques à chaque continent. Leur anatomie segmentée, complétée parfois par des épines ou des expansions latérales, fait d'eux des animaux très adaptables, présents sur toutes les marges continentales. De leur côté, les brachiopodes, en particulier les rhinconelliformes, connaissent un succès flamboyant. À première vue, ces créatures rappellent un peu les mollusques bivalves, car elles possèdent 2 coquilles, mais leur plan d'organisation interne est différent. Ces 2 valves protègent un organe de nutrition appelé l'ophophore, qui leur sert à aspirer et filtrer l'eau pour collecter des particules alimentaires. Les brachiopodes s'implantent dans des environnements variés, sur des fonds durs ou plus meubles, et deviennent peu à peu des organismes dominants dans la plupart des communautés benthiques, c'est-à-dire vivant sur le fond de la mer. Parmi les mollusques, on observe aussi une diversification marquée. Les bivalves et les gastéropodes peuplent les fonds côtiers, mais ce sont sans doute les grands nautiloïdes orthocones qui retiennent le plus l'attention. Ces derniers possèdent une coquille en forme de long cône, partitionnée en chambres internes. Ils sont souvent considérés comme les prédateurs de haut niveau de l'Ordovicien, capables de nager et de chasser des proies variées grâce à un mode de vie actif. Également bien représentés, les échinodermes amorcent au cours de l'Ordovicien une diversification de conformations et de modes de vie. Les crinoïdes, par exemple, adoptent une posture fixée par une tige sur le fond, avec un cadice orné de bras plumeux pour filtrer la nourriture. Les cystoïdes et les ophiuroïdes primitifs se répandent aussi dans une grande partie des mers ordoviciennes. D'ailleurs, un projet international
dont la publication principale est prévue à partir de 2024, s'efforce de cartographier leur répartition latitudinale à l'échelle de la planète, afin de mieux comprendre les corrélations entre environnement, température et diversification. Toujours dans les eaux, mais en tant qu'organismes planctoniques ou nectoniques, graptolites et conodontes rendent de fiers services aux paléontologues. Les graptolites sont de petits animaux coloniaux, souvent en forme de scie ou de petits traits fossilisés dans la roche, dont la structure se déploie en radeau ou en spirale. Leur grande sensibilité aux changements environnementaux et leur large distribution géographique en font d'excellents marqueurs du temps. Grâce à leurs successions évolutives bien documentées, ils permettent de dater de nombreux sédiments marins. Les conodontes, quant à eux, sont de petits éléments denticulés de nature phosphatique, probablement associés à la bouche d'animaux vermiformes primitifs. Comme pour les graptolites, la grande variété de leurs formes et leur apparente adaptation rapide à chaque changement du milieu les transforment en outils clés pour lire les climats et les changements de salinité anciens. Néanmoins, la vie marine ne se résume pas aux animaux. La flore marine de l'Ordovicien inférieur joue aussi un rôle fondamental. Les phytoplanctons, regroupés sous divers noms comme les acritarches ou les algues unicellulaires, abondent dans la colonne d'eau et servent de base à tout le réseau alimentaire. Au niveau des substrats durs et des pentes douces, les algues rouges et vertes se fixent, constituant de véritables tapis algaux qui abritent une grande diversité de petits invertébrés. À l'époque, toutefois, les récifs ne ressemblent pas encore tout à fait à ceux des âges plus avancés. Ils sont en majorité composés de stromatolites, des structures créées par l'activité de cyanobactéries piégeant des particules de sédiments, et d'éponges primitives, parfois calcifiantes. Une étude de 2025 suggère que la sensation d'une apparition soudaine des récifs métazoaires plus complexes, à la fin de l'Ordovicien ou au Silurien, proviendrait en fait de biais de préservation. L'évolution de ces écosystèmes récifaux serait progressive, mais beaucoup d'indices plus anciens auraient pu être détruits ou dissous, nous livrant une image incomplète. Enfin, il ne faudrait pas oublier que la colonisation des continents commence, elle aussi, à prendre forme durant l'Ordovicien inférieur. Les chercheurs qui s'intéressent à la terrestrialisation ordovicienne soulignent que la surface de la Terre, si elle apparaît globalement inhospitalière, n'est pas totalement stérile. Des films microbiens, c'est-à-dire des pellicules formées par des bactéries et des algues microscopiques, recouvrent déjà certains rivages humides. Par endroits, des biocroûtes, autrement dit des accumulations de cyanobactéries et de champignons, s'installent. On pense même que des organismes apparentés aux plantes peuvent avoir commencé à prendre possession de ces milieux. Les preuves directes demeurent rares. On ne retrouve pas encore de fossiles de plantes hôtes parfaitement identifiables dans les sédiments de l'Ordovicien inférieur. Cependant, la présence de phytodébris, autrement dit de fragments résistants de végétaux photosynthétiques, dans des couches marines côtières, suggère que la base de futures communautés végétales existait déjà. Dans les zones humides, sans doute de simples mousses ou des foies de terre primitifs, sans racines, tandis que des champignons se répandent et participent à la décomposition de la matière organique sur des sols primitifs. Ces premières incursions sur la terre ferme vont, à long terme, transformer en profondeur l'atmosphère et les sols. Mais à cette époque, l'essentiel de la vie terrestre n'en est encore qu'à un stade très précoce. Certains paléobiologistes imaginent que ces communautés modestes, tapies sur les rivages, ne demandaient qu'à s'étendre, profitant d'intervalles humides et d'un climat globalement favorable pour conquérir progressivement plus de terrain au fil de l'Ordovicien et du Silurien. Dans l'Oklahoma, une étude de 2025 portant sur des brachiopodes fossiles montre une augmentation significative de la taille moyenne de ces organismes. Cette tendance suggère que la disponibilité énergétique, corrélée à des facteurs globaux comme la dérive des continents, la température des océans et la productivité planétaire, a joué un rôle dans l'élan de diversification communément observé à cette époque. Plutôt que de dépendre seulement de conditions locales, la plupart des changements se produisent en lien avec des processus planétaires, comme l'émergence de nouveaux habitats côtiers lors des variations du niveau de la mer ou la formation de bassins océaniques isolés riches en nutriments. Le Castlebank Biota au pays de Galles constitue un exemple majeur. On y trouve ce que les paléontologues nomment
un Konservat-Lagerstätte. Un Konservat-Lagerstätte est un gisement fossilifère dans lequel les organismes sont exceptionnellement bien préservés, souvent avec des tissus mous, comme des muscles, des organes internes ou des appendices fins, qui ne laissent habituellement pas de traces dans le registre géologique. Grâce à ces conditions de conservation, on peut étudier l'anatomie précise de créatures qui, dans la plupart des autres sites, nous sont connus uniquement par leur squelette minéralisé ou leur carapace. Dans ce gisement de Castlebank, décrit en détail dès 2023, on recense plus de 170 espèces différentes. Contrairement à d'autres faunes spectaculaires telles que celles du Burgess Shale ou du site de Chengjiang, les espèces de Castlebank sont souvent de petite taille, allant de quelques millimètres à quelques centimètres. Toutefois, leur préservation hors du commun permet d'observer des structures internes, comme des systèmes nerveux ou des organes de filtration. Ces découvertes soulignent la complexité déjà impressionnante des animaux vivant pendant le Moyen Ordovicien. Fait remarquable, on voit cohabiter des animaux considérés comme des reliques cambriennes, tels que les Opabinidés et les Wiwaxidés, avec des groupes plus modernes, notamment des crustacés apparentés aux céphalocarides, ou encore des organismes possiblement proches des insectes marins primitifs. Les Opabinidés, par exemple, sont connus au Cambrien par un représentant fameux du Burgess Shale, Opabinia, qui possédait une trompe frontale flexible. Voir ces lignées persister au Darwinien signifie qu'elles n'ont pas disparu brutalement après l'explosion cambrienne, mais ont plutôt coexisté pendant un temps avec de nouvelles lignées apparues plus tard. À l'autre bout du monde, en Chine du Nord, la Fuping fauna offre une autre perspective sur la même période. Mise en lumière en 2025, elle correspond à un environnement de profondeur moyenne à importante sur le plateau continental ou au niveau des pentes plus internes. Contrairement à Castlebank, qui semble plus littoral ou de faible profondeur, le site de Fuping montre que la diversification portée par la gobe touche aussi les zones marines plus éloignées de la côte. On y retrouve des trilobites et des brachiopodes adaptés à des conditions de faible luminosité, des échinodermes spécialisés pour filtrer l'eau à des profondeurs plus grandes, et d'autres invertébrés dotés d'extensions corporelles servant à la recherche de nutriments ou de particules organiques dans la colonne d'eau. Ces découvertes témoignent du fait que la poussée évolutive du Moyen Ordovicien ne se limite pas aux plateaux tropicaux peu profonds, souvent considérés comme des berceaux de l'évolution marine. Au contraire, les géologues et paléontologues constatent qu'à peu près tous les habitats marins, depuis la côte jusqu'aux pentes les plus profondes, connaissent une forte montée en complexité. De la même façon que la vie se répand verticalement, nombre d'organismes se dispersent géographiquement. Ils colonisent différents continents, profitent des courants marins et finissent par s'établir dans des niches variées, ce qui renforce encore la biodiversité. Parmi les principaux groupes d'invertébrés qui prospèrent, on trouve tout d'abord Brachyopodie, animaux marins fixés au substrat par une tige ou un pédoncule, appelé parfois pédicule. Les brachiopodes ressemblent superficiellement à des bivalves, car ils possèdent 2 valves, mais ils s'en distinguent par leur anatomie interne et le sens dans lequel s'ouvre la coquille. Au Moyen Ordovicien, on assiste à une explosion du nombre de familles de brachiopodes. Certains adoptent une valve inférieure massive et une valve supérieure plus petite, d'autres vivent en colonies proches les unes des autres, probablement pour faciliter la filtration de l'eau en groupe et capter davantage de particules alimentaires. Les bryozoaires, quant à eux, effectuent également leur première grande radiation. Les bryozoaires sont des animaux coloniaux dont l'apparence rappelle parfois de petites mousses ou des structures calcaires branchues. Ils vivent souvent en groupements serrés, appelés colonies, et chacun des individus de la colonie peut se spécialiser. Certains se consacrent à la nutrition, d'autres à la défense ou à la reproduction. Cette stratégie de vie en collectivité présente des atouts pour la protection contre les prédateurs et pour l'occupation de l'espace, en particulier lorsqu'ils se fixent sur des surfaces dures ou sur des roches sous-marines. Les échinodermes, un groupe qui comprend les crinoïdes, les cystoïdes et des formes plus archaïques, connaissent eux aussi une diversification considérable. Les crinoïdes, parfois appelés lys de mer, sont pour beaucoup des animaux en forme de tige surmontés d'un calice et de bras délicats. Ils filtrent l'eau pour s'alimenter et atteignent des densités impressionnantes dans certains environnements. Au Moyen Ordovicien,
on voit apparaître de véritables prairies de crinoïdes, où de vastes ensembles de ces organismes occupent le fond marin et captent les nutriments en suspension. Des études en cours visent à cartographier leur répartition latitudinale, mettant en évidence des gradients de diversité qui varient en fonction de la température, de la profondeur et de la géographie. Les nautiloïdes orthocones, quant à eux, représentent la branche des mollusques céphalopodes, précurseurs éloignés de nos actuels calmars, sèches et poulpes. Ces nautiloïdes arboraient une coquille allongée en forme de cône droit, parfois gigantesque, qui pouvait atteindre plusieurs mètres de long. Dotés d'une vision probablement performante et d'une capacité de nage libre, ils dominent alors le haut de la chaîne alimentaire marine. Grâce à leur flotteur interne, constitué de chambres gazeuses, ils pouvaient ajuster leur flottabilité et se déplacer verticalement dans la colonne d'eau à la recherche de proies. Enfin, un autre groupe essentiel pour la datation et la compréhension de ces environnements est celui des graptolites planctoniques. Les graptolites sont des animaux coloniaux formés d'unités tubulaires alignées, parfois regroupées en structures complexes. Ils vivaient en suspension dans la masse d'eau, certains formant des radeaux, d'autres s'accrochant peut-être à des algues flottantes. Leur grand avantage pour les paléontologues tient à la répartition quasi-planétaire de certaines espèces et à leur évolution rapide. Cela permet de dater précisément les roches sédimentaires dans lesquelles ils sont fossilisés et d'en déduire les événements majeurs de l'histoire de la vie. Le Moyen Ordovicien n'est pas seulement marqué par la diversification des animaux mobiles ou sessiles. C'est aussi la période où les récifs métazoaires prennent réellement de l'ampleur. Les récifs sont des constructions biologiques réalisées par des organismes capables de sécréter du carbonate de calcium, formant ainsi des ossatures solides. Jusqu'alors, les récifs existaient, mais ils étaient principalement le fait de communautés microbiennes, comme les stromatolites, qui sont des couches de micro-organismes accumulant du carbonate. À cette époque, plusieurs groupes s'avèrent capables de bâtir des édifices récifaux, notamment les coraux tabulés et les coraux rugueux primitifs, ainsi que les stromatopores. En s'installant dans des zones de littoral peu profond, Éclairés par le soleil, ces constructeurs développent de véritables architectures en 3 dimensions, dans lesquelles une myriade d'organismes peuvent s'abriter. Brachiopodes, bryozoaires, mollusques et algues s'intègrent dans ces récifs, occupant chaque anfractuosité pour y trouver nourriture et protection. Les analyses récentes indiquent que cette montée en puissance des récifs métazoaires est en réalité graduelle et commence même un peu plus tôt que ne le laissaient croire certains fossiles. Les chercheurs suspectent un biais de préservation. Les récifs plus anciens se seraient moins bien fossilisés ou bien auraient été érodés et dispersés par l'activité tectonique. À mesure que les conditions géologiques se stabilisent durant le Moyen Ordovicien, on trouve plus de sites fossilifères capables d'enregistrer ces formations récifales. La productivité primaire, c'est-à-dire la production de matière organique grâce à la photosynthèse, ne reste pas en marge de ce changement. Le phytoplancton, composé de multiples formes d'algues unicellulaires comme les acritarches, se diversifie au même moment. Les acritarches sont de petits organismes dont l'enveloppe organique est résistante, ce qui en fait de bons fossiles pour comprendre l'évolution du plancton. Parallèlement, des algues de plus grande taille se développent, offrant un éventail élargi de ressources nutritives aux animaux filtrants. Dans certains cas, les crinoïdes et les coraux contribuent également à recycler des nutriments en retenant les particules organiques, ce qui renforce la boucle générale producteur-consommateur. Si l'essentiel de la biodiversité ordovicienne se concentre encore dans les océans, il ne faut pas négliger les prémices d'une conquête des terres émergées. Les recherches les plus récentes montrent que l'Ordovicien moyen est une période charnière pour cette terrestrialisation des organismes. Les milieux côtiers humides et les zones d'inondation seraient déjà occupés par une variété de communautés microbiennes et fongiques qui forment des tapis ou des croûtes biologiques à la surface du sol. Des arthropodes primitifs, comme de possibles arachnides ou myriapodes ancestraux, pourraient avoir profité de ces environnements pour s'aventurer hors de l'eau à la recherche de nouvelles ressources. L'indice le plus probant de cette vie terrestre embryonnaire vient de traces fossiles ou de fragments de cuticules, suggérant que certains invertébrés s'étaient déjà adaptés à respirer de l'air ou à tolérer une immersion intermittente. Du côté des végétaux, les preuves de la présence de plantes embryophytes basales demeurent limitées, car ces organismes ne fabriquaient pas encore de tiges ligneuses ou de feuilles robustes
capables de se conserver facilement dans le registre sédimentaire. Cependant, l'étude de cryptospores et d'éléments similaires à nos spores actuels suggère que des mousses primitives, voire des formes proches des hépatiques, vivaient probablement sur les bords des mares et dans les plaines humides, formant de petits tapis végétaux. Des analyses de 2023 et 2025 se sont notamment penchées sur des charophycées ordoviciennes, un groupe d'algues qui, de nos jours, occupe principalement des eaux douces ou faiblement saumâtres. Or, certains fossiles montrent des adaptations à des conditions plus salées ou légèrement brackiches, ce qui implique que ces algues pouvaient s'établir dans des zones à salinité variable ou dans des milieux côtiers. C'est un indice fort que la séparation entre algues marines et plantes terrestres a commencé à se préciser à cette époque. Les charophycées sont d'ailleurs considérées comme un groupe pivot, car elles partagent des caractéristiques avec les plantes terrestres, notamment des mécanismes de reproduction compatibles avec la vie émergée. Nous voici à la toute fin de l'Ordovicien. À cette époque, comprise globalement entre le Sambien et le début du Cattien, la vie marine atteint des sommets de diversité. Les mers peu profondes abritent d'immenses populations de brachiopodes, de bryozoaires, de crinoïdes et de coraux, tandis que la colonne d'eau, cette vaste zone en suspension entre la surface et le fond, regorge de formes de vie tout aussi variées. À l'intérieur de ces eaux, on retrouve par exemple de grands prédateurs comme les nautiloïdes, des groupes planctoniques tels que les graptolites et les conodontes, sans oublier de nombreux arthropodes nageurs. Selon certaines sources, l'ensemble de ces créatures forme une véritable communauté foisonnante, où chaque niche écologique est occupée. Dans les zones tropicales, l'activité vitale est particulièrement intense. Les récifs formés d'associations entre coraux et stromatopores, ces derniers étant des éponges calcaires capables de bâtir une structure solide, ressemblent déjà beaucoup, d'un point de vue fonctionnel, à ceux que l'on peut observer à des époques plus récentes ou même à l'ère actuelle. Grâce à une architecture complexe, ces récifs créent un réseau de micro-habitats s'entrecroisant les uns avec les autres, soutenant la croissance, la reproduction et la protection de très nombreux organismes. D'après des analyses publiées en 2025, on sait que ces récifs n'apparaissent pas soudainement. Ils s'inscrivent plutôt dans la continuité de formes récifales vues plus tôt dans l'Ordovicien. À ce moment-là, dans ce que l'on appelle le Cincinnatien en Amérique du Nord, des plateaux tropicaux submergés montrent de vastes communautés de coraux, de bryozoaires et de brachiopodes. Ces espèces filtrent l'eau à la recherche de nutriments, formant d'immenses prairies de filtreurs. Toutes ensemble, elles recouvrent la quasi-totalité du fond marin disponible, tirant profit d'un environnement théoriquement stable et relativement chaud. Du côté de la production primaire, la base de la chaîne alimentaire demeure solidement portée par le phytoplancton. Celui-ci est caractérisé par une grande diversité d'algues unicellulaires et de petits organismes apparentés. Sur les fonds marins, les algues benthiques se développent en tapis plus ou moins denses et participent à la consolidation des sédiments tout en servant de protection et de nourriture à un large éventail de crustacés, de mollusques et d'autres invertébrés. La crise d'extinction de la fin de l'Ordovicien, Nouvelle Vision 2023-2025. Cependant, cette prospérité incroyable de la fin de l'Ordovicien n'est pas éternelle. En effet, la toute première des grandes extinctions massives, appelée la Lomme, se produit durant la période qui s'achève. Selon les estimations actuelles, cet événement élimine environ 50 à 60% des genres marins et jusqu'à environ 70 à 85% des espèces. Depuis peu, les chercheurs essaient d'identifier les causes exactes de ce bouleversement et la majorité des études convergent vers un modèle où plusieurs facteurs se combinent. Le premier facteur est un refroidissement global marqué avec la mise en place d'une calotte glaciaire sur le supercontinent Gondwana. Cette glaciation brutale entraîne une baisse rapide du niveau des océans, ce qui réduit énormément l'habitat disponible pour les espèces vivant jusqu'alors sur de vastes plateaux marins. Le deuxième facteur concerne le volcanisme. Une forte activité volcanique contribue à libérer d'importantes quantités de gaz, susceptibles de modifier le climat et la composition chimique des eaux. Dans le même temps, la chimie des océans elle-même subit des variations. L'oxygénation n'est plus aussi stable qu'auparavant.
Des périodes bien oxygénées alternent avec des moments où les conditions deviennent instables, voire totalement dépourvues de dioxygène dans certaines zones. Les eaux ainsi privées de dioxygène et chargées en hydrogène sulfuré peuvent tuer ou stresser sévèrement la faune. Certaines analyses suggèrent que l'effondrement de la biodiversité n'est peut-être pas un épisode unique et brutal, mais plutôt une succession de disparitions étalées dans le temps liées aux différentes fluctuations climatiques au niveau de la mer et aux changements répétés dans la concentration d'oxygène. En 2025, une équipe a publié une étude en libre accès indiquant qu'environ 69,7% des espèces marines disparaissent dans la phase finale de cette crise. Le rythme de l'extinction serait fortement conditionné par la dynamique du refroidissement climatique qui se répercute sur la hauteur des mers, la manière dont les couches d'eau se superposent et la quantité de dioxygène réellement dissoute. Le nom de cette ère géologique vient de la tribu celtique des Silures, ayant vécu au sud du pays de Galles, région de découverte des traces de cette période. Le Silurien est, comme nous l'avons évoqué en introduction, une petite période qui s'étend sur 25 millions d'années environ. Elle débute vers moins 443 millions d'années et prend fin vers moins 418 millions d'années. Cette période, troisième étape du Paléozoïque, est elle-même subdivisée en 4 séries marquées par différents événements que les géologues ont définis de la manière suivante. La première, appelée l'Andovérie ou l'Andovérien, débute il y a 443 millions d'années et s'achève vers 433. On retrouve ensuite le Wenlock ou Wenlockien jusqu'en 427, puis Ludlow ou Ludlowien jusqu'en 423, et enfin le Pridoli ou Prédolien clôture la période entre 423 et 419 ou 416 millions d'années selon les estimations. Comme tu peux le voir sur cette reproduction de l'image de la Terre à l'époque silurienne, les continents Laurentia, Baltica ainsi que Sibéria sont encore isolés les uns des autres. Ils forment, pour ainsi dire, un gigantesque archipel. Ils sont alors proches du supercontinent que l'on appelle Proto-Gondwana. Mais peu à peu, ces 3 continents se rapprochent. Ils suivront ce processus tout au long du Silurien pour donner naissance au futur supercontinent Laurussia. Sur Terre comme en mer, rien n'est jamais figé sur notre planète. Tout est en mouvement perpétuel. Le changement est continuel. On ne se rend compte pourtant de rien. Il faut dire que le changement est si lent et s'étale sur des millions d'années qu'il est imperceptible. Pourtant, les bouleversements, qu'ils soient géologiques, climatiques ou bien encore organiques ou évolutifs, sont bel et bien là. La danse des continents se poursuit. Et comme tu peux le voir, ce rapprochement des continents va également donner naissance à une nouvelle chaîne de montagnes, la chaîne calédonienne. Au tout début de cette ère, l'océan Iapetus poursuit sa subduction, c'est-à-dire qu'une plaque lithosphérique océanique glisse sous une plaque adjacente qui avance quant à elle dans le sens opposé. Aux abords du continent Laurentia, on va pouvoir observer une différence géologique et géographique par rapport à l'Ordovicien. En effet, vers la fin de l'Ordovicien, un terrane, c'est-à-dire un microcontinent, va lentement se détacher du Gondwana pour s'accrocher, si l'on peut dire, au continent Laurentia. En parlant du Gondwana, remarques-tu la calotte glaciaire qui s'est installée sur le continent? Le climat évoluant, celle-ci va régresser. Conséquence logique de cet événement, le niveau de la mer va monter. On retrouve des sédiments glaciaires de cette période jusqu'au Wenlock. Au fil du temps, un climat plus chaud s'installe.
le niveau de la mer est plus important et les températures plus douces. Tous ces phénomènes vont impacter la faune et la flore du Silurien. Mais la grosse fracture entre l'Ordovicien et le Silurien est la crise biologique que notre planète va subir de plein fouet. Une extinction de masse qui va conduire un grand nombre d'espèces à leur perte. L'Ordovicien était un paradis aquatique pour toutes les espèces vivant sur notre planète. La biodiversité était riche et les espèces se développaient et s'adaptaient parfaitement à leur milieu. Rappelle-toi, nous avons parlé en introduction d'une radiation évolutive importante durant l'Ordovicien. Les espèces marines auraient alors été multipliées par 4. Elle a vu apparaître les nautiloïdes, les mollusques céphalopodes ou encore les premiers récifs coralliens. S'ensuit la crise biologique de l'Ordovicien silurien, qui se serait décomposée en 2 phases d'extinction, séparées l'une de l'autre par une glaciation. On retrouve en effet les traces d'une calotte glaciaire qui s'étend sur ce qui étaient alors les hautes latitudes australes. Durant cette période glaciaire, peut être la conséquence directe de la dérive des continents, l'eau froide, riche en oxygène, se serait répandue dans des zones qui étaient jusqu'alors mal oxygénées. En plus, cette glaciation aurait entraîné une baisse du niveau de la mer d'une centaine de mètres. Cet accroissement des terres émergées dû à la baisse du niveau des mers affectera la faune luxuriante des plateaux continentaux, c'est-à-dire celle des eaux peu profondes qui bordent les continents et s'étendent en pleine mer, au maximum sur une petite centaine de kilomètres des côtes. L'extension des glaces retire aux océans de grandes quantités d'eau et provoque une baisse du niveau de la mer qui peut être considérable, comme ce fut le cas sans doute à cette époque. Les organismes vivants adaptés à l'anoxie, c'est-à-dire à un environnement finalement plutôt pauvre en oxygène, n'auraient pas supporté ce changement, et cela aurait causé leur extinction. Cette période de glaciation a fini par prendre fin et aurait duré entre 1 à 2 millions d'années. Il est important de préciser que bien que la glaciation soit une cause majeure de l'extinction, d'autres facteurs tels que les changements du niveau de la mer, la tectonique des plaques et les variations de la concentration en CO2 dans l'atmosphère ont également joué un rôle. La sortie de cette période glaciaire n'est pas sans conséquences. La remontée du niveau des mers aurait provoqué une expansion des eaux chaudes mal oxygénées, cause de nouvelles extinctions. Si cette hypothèse est exacte, alors elle permettrait d'expliquer pourquoi la crise biologique a affecté aussi bien des organismes vivant sur le fond, comme les brachiopodes, les échinodermes ou les trilobites, que des formes pélagiques, comme les graptolites ou les nautiloïdes. Si la crise biologique est importante, puisque les scientifiques considèrent qu'elle a touché près de 85% des espèces, elle n'a pas éteint de grands groupes dans leur totalité. Quelques spécimens persistent et parviennent à survivre, malgré ces changements dans leurs biotopes respectifs. Nous allons d'ailleurs en rencontrer un certain nombre au cours de notre voyage au Silurien. Quelques espèces et genres ont opéré une radiation évolutive, leur permettant de passer le cap de l'Ordovicien. Avant de poursuivre, je crois qu'il est important de faire un petit aparté sur les extinctions de masse. Les crises biologiques telles que celle de l'Ordovicien silurien sont arrivées déjà plusieurs fois au cours de l'histoire de la Terre. Certaines sont plus connues que d'autres,
notamment celles du Crétacé, associées à la disparition des dinosaures. Mais elles sont loin d'être les seules. La vie a subi 5 extinctions de masse durant le Phanérozoïque, l'éon qui s'étend du début du Cambrien il y a 541 millions d'années, jusqu'à maintenant. Les 2 crises les plus importantes permettent un découpage de cet éon en 3 ères, le Paléozoïque, le Mésozoïque et le Cénozoïque. 2 extinctions de masse se sont produites au cours du Paléozoïque, à la fin de l'Ordovicien, comme on vient de l'évoquer, et à la fin du Dévonien. Contrairement à ce que l'on peut parfois entendre, ces crises n'ont jamais été brutales. Elles ont très souvent des origines multiples et combinées qui sont en cause, et celles-ci s'étalent sur des millions d'années. Lorsque l'on évoque ces extinctions de masse, on parle de crises majeures. Ce sont celles que l'on connaît généralement le plus, car elles ont bien sûr fortement marqué l'histoire de notre planète. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont les seules à avoir eu lieu. Il y a en effet eu des crises moins sévères qui ont ponctué l'histoire du vivant. Le Silurien a d'ailleurs connu 3 extinctions mineures que l'on peut observer dans l'océan. Il y a eu ce que l'on appelle la crise de l'Irviken, il y a 433 millions d'années, à la limite entre le Landoveri et le Wenlock, la crise de Mulde au début du Ludlow et la crise de Low vers la fin de cette même période. Pour la première, les scientifiques pensent à une anoxie de la mer, c'est-à-dire que la concentration en dioxygène dans l'eau a fortement chuté. Pour les suivantes, ce serait le niveau de l'océan qui serait principalement en cause. En effet, en 30 000 ans, le niveau de la mer aurait augmenté de 16 mètres. C'est un changement très rapide. Trop rapide pour laisser le temps aux espèces dépendantes des biotopes impactés pour s'adapter et évoluer en conséquence. Pour clore le chapitre sur la géologie et la géographie à l'époque du Silurien, ce qu'il est important de retenir, c'est que la Terre a subi des changements considérables, notamment la fonte des grandes formations glaciaires, qui ont entraîné des répercussions importantes sur l'environnement et la vie. Ces répercussions constituent parfois un choc inévitable pour le monde du vivant, mais sont aussi parfois synonymes de renouveau, de diversité et de développement. La faune a connu un grand bouleversement à la suite de l'extinction de masse qui a eu lieu à la fin de l'Ordovicien. Elle a même été fatale à un grand nombre d'espèces. D'autres espèces sont parvenues malgré tout à tirer leur épingle du jeu et à survivre à cette extinction. C'est le cas de certaines espèces, comme à certains membres des trilobites. Après la crise biologique majeure qu'ont subi de plein fouet nos océans, la vie reprend enfin ses droits. Il faut du temps, bien sûr, pour que le processus opère. La biodiversité a été largement fragilisée et retrouver un nouvel équilibre nécessite plusieurs dizaines de milliers d'années. Après la crise, un autre événement va d'ailleurs venir chambouler quelque peu l'ordre des choses et donner un petit coup de pouce à l'ordre du vivant. Un climat plus chaud entraînera une fonte de certaines calottes glaciaires et une température de l'océan plus élevée. Ces éléments seront alors propices au développement des coraux tabulés, hexacorallières et tétracorallières, mais aussi des algues et des stromatopores. Au sujet des stromatopores, il y a quelques années encore, ils étaient classés comme faisant partie de l'ordre des coraux. On les pensait proches des millépores, des hydrocorallières. D'après les dernières découvertes liées aux analyses fossiles de ces organismes, il serait finalement plus probant de les classer parmi les éponges.
Chacune de ces espèces, des coraux, en passant par les algues et les éponges, contribue aux constructions de grands récifs, notamment sur les plateaux intertropicaux. Nous aurons bientôt l'occasion d'aborder les récifs. Restons encore quelques instants en surface. Encore aujourd'hui, les récifs regorgent de vie et constituent l'un des piliers essentiels de nombreux écosystèmes marins. À l'époque du Silurien, c'était également le cas pour de nombreux organismes. Les récifs abritaient un grand nombre d'espèces et fournissaient ainsi de la nourriture pour d'autres animaux situés plus haut dans la chaîne alimentaire. D'ailleurs, en parlant de chaîne alimentaire, il y a un autre élément que le récif que l'on oublie parfois de mentionner lorsque l'on songe aux écosystèmes océaniques, le plancton. Malgré sa taille, il a pourtant toute son importance. La chaîne alimentaire est l'un des éléments sur lequel repose un écosystème. Chacun a sa place et son rôle à jouer au sein de cet écosystème. Que l'on soit prédateur ou proie, chaque espèce compte pour la survie de tous. Aujourd'hui, comme au Silurien, la base de la chaîne alimentaire marine est constituée de plancton. En effet, durant cette troisième ère du Paléozoïque, on peut déjà noter la présence de phytoplancton et de zooplancton dans le vaste océan. Pour mémoire, le phytoplancton est constitué de l'ensemble des organismes unicellulaires présents dans les eaux de surface de l'océan, en utilisant la photosynthèse comme source d'énergie. Le zooplancton est un plancton animal qui se nourrit quant à lui directement ou indirectement de phytoplancton. Au cours du Silurien, on peut voir apparaître Urnochitina urna et Fungochitina kosovensis, deux planctons marins. Ils font partie de ce que l'on appelle en biologie des chitinozoaires. Si, comme toutes les espèces marines, le phytoplancton et le zooplancton ont été très impactés par la crise biologique à la fin du Silurien, certains ont tout de même survécu et ont même évolué. Si jusqu'au début de l'Ordovicien, les graptolites étaient rattachés au groupe des dendroïdes, c'est-à-dire des organismes au mode de vie planctonique, ce n'est plus le cas par la suite. Après être sans doute passés par une phase pseudo-planctonique, ils constituent finalement, quelques millions d'années plus tard, une classe d'animaux vivants, en colonie, rattachés à l'embranchement des Hemichordata. Les graptolites sont des créatures un peu étranges, flottant dans l'eau et vivant en colonie. Ces petits organismes marins sont des animaux coloniaux réunis autour d'une tige principale. Un individu sert de base centrale, sur laquelle sont fixées de petites alvéoles où vit chaque spécimen. C'est une véritable structure qui se développe autour de lui pour donner une sorte de cloche vivante en suspension dans l'eau. Mais ils peuvent également s'accrocher à des algues et former leur colonie autour de ce point d'attache si les conditions le nécessitent pour survivre. Autre point important à retenir sur les graptolites, ils sont dits stratigraphiques, c'est-à-dire qu'ils permettent de situer les couches sédimentaires dans le temps. Le Llandovery est marqué par l'apparition de Parachidograptus acuminatus et Achidograptus ascensus. Durant le Wenlock, c'est Cyrtograptus centrifugus qui marque le début de la période. On retrouve ensuite Neodiversograptus nilssoni pour la période Ludlow, et enfin Monograptus parultimus pour le Pridolien. Par ailleurs, en 2015, une étude menée sur du plancton fossile datant de 415 millions d'années environ a permis de percer quelques mystères, notamment celui de certaines causes de l'extinction de masse.
Des paléontologues ont par ailleurs remarqué une proportion élevée d'individus mal formés, dits tératologiques, dans le phytoplancton et le zooplancton fossile, au sein de couches sédimentaires datant de l'Ordovicien silurien. Celles-ci correspondent aux étapes initiales des événements d'extinction. Après analyse, il s'avère que l'on retrouve une forme de pollution par métaux lourds chez ces micro-organismes. Or, on ne sait que trop bien aujourd'hui à quel point les métaux lourds ont un impact négatif sur le plancton. Les effets tératologiques de ces métaux sont connus des scientifiques. Les toxines provoquent des anomalies morphologiques chez les organismes aquatiques et la présence d'individus mal formés sert même d'outil pour détecter une éventuelle contamination. Les mesures réalisées sur les concentrations en métaux chez certains des spécimens fossiles, ainsi que dans les roches qui les entourent, mettent en avant une forte concentration de fer, de plomb ou encore d'arsenic. L'abondance de ces métaux lourds dans les fossiles et dans les roches, combinée avec la forte présence de formes tératologiques, suggère que les métaux ont été absorbés par les organismes lorsqu'ils étaient vivants et se sont en même temps déposés dans les sédiments alentours. Si ce n'est pas la cause unique et principale de l'extinction majeure, la pollution aux métaux lourds reste un facteur de contribution au phénomène d'extinction. Il est peut-être temps pour nous de partir à la rencontre d'animaux marins d'une taille supérieure, tu ne crois pas ? Quelques mollusques, des brachiopodes et de nombreux poissons voudraient témoigner de leur histoire. Le point commun entre ces différentes espèces, c'est le monde aquatique. La faune est quasi exclusivement marine et finalement assez semblable aux quatre coins du globe. Certaines espèces s'établissent dans les régions côtières, d'autres préfèrent les eaux plus profondes. Durant l'Ordovicien, nous avons pu observer plusieurs espèces de mollusques. Cette grande famille continue de poursuivre son évolution au cours du Silurien. Ceux-ci privilégient justement les zones côtières et vivent dans des eaux peu profondes, comme les nautiloïdes. Grâce à la lumière du soleil qui pénètre dans l'eau, nous devrions pouvoir voir plusieurs beaux spécimens de ces petits organismes marins. Je t'ai dit à l'instant que de nombreux mollusques ont poursuivi leur évolution après l'Ordovicien durant le Silurien. Cela signifie qu'une petite poignée d'entre eux n'y est pas parvenue. Tous les nautiloïdes ne continuent pas leur développement après l'Ordovicien. Les nautiloïdes géants, par exemple, sont de moins en moins présents au Silurien. Ils ont survécu à l'Ordovicien, mais au cours du Wenlock, la deuxième période du Silurien, ils finiront par s'éteindre, comme c'est le cas du genre Cameroceras. D'autres nautiloïdes se sont diversifiés il y a déjà quelques millions d'années, et les conditions climatiques et environnementales du Silurien favorisent leur développement et cette diversification. On peut alors voir chez les nautiloïdes des coquilles droites, des coquilles incurvées et même des coquilles à spirale. Ils sont parvenus à survivre à la crise ordovicienne, mais ils parviendront également à passer la crise du Crétacé sans encombre, puisque le genre Nautilus et Halonautilus existent encore de nos jours. Les nautiloïdes font partie de la classe des mollusques céphalopodes tétrabranchiaux, c'est-à-dire qu'ils possèdent 4 branchies. Ils vivent exclusivement en pleine eau. La coquille de ces céphalopodes nautiloïdes est particulière. Elle s'enroule en forme de spirale sur un seul plan. À l'intérieur, il y a plusieurs compartiments, des loges séparées par des cloisons. L'animal se situe dans la dernière, que l'on appelle la chambre d'habitation.
Si celui-ci ne vit que dans une seule chambre, les autres loges ont tout de même leur utilité. Dans chacune de ces loges, il y a un mélange d'eau et de gaz. Notre petit nautiloïde est capable de gérer le volume de ce mélange dans les loges grâce au siphon qui les traverse, afin de monter ou descendre plus profondément dans l'eau. La majorité des nautiloïdes sont des charognards ou des prédateurs opportunistes. Autrement dit, ils ne jouent pas les difficiles et prennent ceux qui se présentent. Durant la période précédente, l'ordovicien, un genre de nautiloïde en particulier, a connu ses heures de gloire. Il s'agit des orthocéras. Ils étaient des prédateurs alpha, des prédateurs situés au sommet de la chaîne alimentaire. Mais l'orthocère géant va bientôt devoir apprendre à être sur ses gardes. En effet, l'Euryptéride va faire sa grande entrée au cours du Silurien. Nous voyons ici un Euryptéride Acutiramus. Ce dernier n'hésitera pas un seul instant à s'attaquer au nautiloïde géant si la faim gronde. Mais nous aurons l'occasion un peu plus tard de rencontrer ce nouveau prédateur du Grand Bleu. Pour l'heure, au Silurien, on voit apparaître également de nouveaux genres de ces céphalopodes, comme les Peismoceras. Leur coquille n'est plus tout à fait planispiralée, c'est-à-dire en forme de spirale sur un même plan. Les tours internes sont détachées des tours externes. Le genre Phragmoceras arbore également une morphologie assez singulière avec sa coquille en forme de bonnet phrygien. On peut voir ici un Phragmoceras eurystoma ou encore un Phragmoceras dubium. Phragmoceras est un mollusque céphalopode nautiloïde qui a la particularité d'avoir une coquille incurvée en forme de bonnet phrygien et non enroulée comme celle des nautiles actuels, avec quasiment deux ouvertures, une pour la tête, l'autre pour le siphon. Chez les céphalopodes, on peut également rencontrer des Actinoceratides, avec un phragmocone droit. Le phragmocone est l'équivalent de l'ostracum des autres mollusques. Il constitue la partie cloisonnée de la coquille des céphalopodes. Ces mollusques ont vécu aux côtés d'autres céphalopodes, tels que les Ascoceratides, les Discosaurides, les Oncoceratides, ou encore les Tarficeratides, dont le phragmocone enroulé en spirale est capable de flotter. Ils ont également un siphon large. Chez les Discosaurides, il est intéressant d'observer un des membres du genre, Gomphoceras. Contrairement aux autres animaux que nous avons pu voir, il arbore lui aussi une forme un peu particulière. La majeure partie de l'animal reste enfermée dans la coquille, laissant passer les tentacules et l'entonnoir. Il a une forme convexe et allongée, un peu comme une goutte d'eau. On peut également voir des Orthoceratides. Ils ont un phragmocone droit ou peu arqué. Le siphon est étroit et de position variable, rectiligne ou annelé. Les céphalopodes que nous venons de découvrir apprécient les récifs et la vie dans les eaux peu profondes de nos océans. Mais c'est aussi le cas des brachiopodes. Si les mollusques sont présents, ce sont surtout les brachiopodes qui sont majoritaires et peuplent plus largement les océans du Silurien. D'ici quelques millions d'années, la balance penchera en sens inverse. Il y aura moins de brachiopodes au profit des mollusques durant le Dévonien. Pour te donner une petite idée de ce revirement de situation, dans les mers de l'ère primaire, on trouvait environ 50 brachiopodes pour un bivalve.
Ils sont beaucoup moins nombreux aujourd'hui, puisque l'on pourrait estimer qu'il n'y a qu'un brachiopode pour 50 bivalves. Les brachiopodes sont des animaux marins ressemblant à s'y méprendre aux bivalves, du fait de leur coquille à 2 valves. Sans quelques connaissances sur le sujet, on pourrait facilement les confondre. Ces 2 groupes sont en réalité bien différents dans leur anatomie, et contrairement aux bivalves, les brachiopodes ne font pas partie des mollusques. Il s'agit d'un groupe qui est rattaché aux lophophoriens. Ce groupe comprend également les bryozoaires et les phoronidiens. Les brachiopodes sont placés dans l'embranchement des lophophoriens, car il s'agit d'un embranchement d'invertébrés qui possède un lophophore. Un lophophore est un appareil cilié jouant un rôle à la fois alimentaire et respiratoire. C'est cette caractéristique commune qui regroupe les bryozoaires que nous avons évoqués et les brachiopodes au sein d'une même classe. Le Paléozoïque est l'âge d'or des brachiopodes. C'est en effet durant cette longue période que ces derniers furent les plus nombreux et les plus diversifiés. Même si nous avons encore de nombreux spécimens de brachiopodes dans nos mers, comme nous l'avons évoqué à l'instant, ils restent moins nombreux qu'ils ne l'ont été il y a des millions d'années. Ces animaux marins ont un mode de vie benthique ou sessile. Ils vivent donc fixés sur les fonds marins. Pour mieux comprendre ces petits animaux, il faut savoir qu'un mode de vie benthique signifie que les organismes vivent fixés au sol ou ils se déplacent en rasant le fond. Ils trouvent leur nourriture dans le sédiment et en dépendent donc pour leur subsistance. Un mode de vie sessile définit quant à lui un mode de vie dans lequel l'organisme est définitivement fixé sur le substrat, c'est-à-dire le sol où pousse ou grandit un organisme. C'est par exemple le cas des éponges ou encore des coraux. Il existe 2 modes d'articulation des valves, critères principaux de la classification de ce groupe marin. On distingue ainsi les brachiopodes articulés et les brachiopodes inarticulés. Durant le Silurien, les brachiopodes articulés se diversifient très fortement. Contrairement aux inarticulés, les coquilles des articulés restent soudées même après la mort de l'animal. L'articulation est rendue possible par la présence de dents sur une valve, la valve pédonculaire, et de fossettes de forme complémentaire sur l'autre valve. Leur coquille à 2 valves est dite dissymétrique et elle peut se fixer au substrat. La valve la plus grande est appelée valve pédonculaire ou ventrale. La plus petite, quant à elle, est communément appelée valve dorsale ou valve brachiale. Pour se fixer, le brachiopode était doté d'un pédoncule lui-même fixé à un orifice que l'on appelle le foramen. Au niveau de la commissure, la jointure entre les 2 coquilles, on peut voir une forme ondulée qui longe les bords. Ce sont justement ces petites ondulations qui différencient les brachiopodes des bivalves, chez qui cette commissure est lisse. Au Silurien, on peut notamment observer des brachiopodes des ordres Orthides, Strophomenides, Pentamerides, Rhynchonelides, Spiripherides et Terebratulides. Les Strophomenides forment un ordre de brachiopodes articulés qui a vécu de la période de l'Ordovicien inférieur jusqu'au Carbonifère moyen. Ils font partie de la classe éteinte Strophomenata, qui était le plus grand ordre connu de brachiopodes, englobant plus de 400 genres. Tous ces petits animaux marins parcourent un paysage marin riche qui favorise le développement de la biodiversité.
Comme tu peux le voir, ce paysage est très varié dans les eaux peu profondes. On peut même y voir des animaux aux formes originales. Les lys de mer, appelés également crinoïdes, peuplent les océans du Silurien, tout comme Siphocrinites elegans. Ils font partie des échinodermes, comme les oursins ou les étoiles de mer. Ils sont apparus à l'Ordovicien, mais se développent beaucoup au Silurien. Il en existe toujours à notre époque. Du fait de leur forme et leur nom, on les confond souvent avec des fleurs marines. Mais ce sont bel et bien des animaux calcaires et non des végétaux. Observons le Siphocrinites elegans d'un peu plus près, tu vas comprendre. Il est doté au sommet de ses bras articulés de pinnules. Ce sont des sortes de petites plumes qui lui permettent de capturer le plancton. Ses bras se regroupent et se rattachent à la partie centrale, le calice, qui repose elle-même sur la tige. À l'extrémité de cette tige, le lys de mer a des crampons. À l'aide de ces crampons, il s'accroche au sol. D'autres animaux similaires ont investi les fonds marins. Les cariocrinites, par exemple, eux aussi échinodermes, se développent largement. Tu peux observer ici un Cariocrinites ornatus. Ces récifs coralliens se sont progressivement installés notamment dans l'océan Iapetus, qui sépare le Protogondwana et le Laurussia en devenir. Ils sont devenus le lieu privilégié où résident les nautiloïdes que nous avons pu voir, mais aussi les brachiopodes. Un peu plus loin, on peut apercevoir les fameux trilobites de l'Ordovicien, qui se sont beaucoup diversifiés depuis leur apparition, il y a quelques millions d'années. Pour tous ces petits animaux, ces récifs au fond de l'océan auraient pu s'apparenter au paradis. Mais c'était sans compter l'arrivée d'un grand arthropode, l'Euryptéride. Les Euryptérides sont sans aucun doute l'espèce la plus emblématique de la période. Et pour cause, le Silurien est connu comme l'âge d'or de ces scorpions des mers. Il faut imaginer que ces arthropodes peuvent atteindre des tailles absolument extraordinaires, à l'image de cet Euryptéride Pterigotus. Sa taille avoisine les 2 mètres de long. Il est, durant le Silurien, le plus grand prédateur de la planète. Aucun organisme vivant ne rivalise en taille ou en puissance. Il devient rapidement de ce fait un prédateur redoutable et se hisse au sommet de la chaîne alimentaire. Il aurait existé plus d'une centaine d'espèces différentes d'Euryptérides. Ils étaient de taille variable, mais les plus gros spécimens pouvaient atteindre entre 2,50 m et 3,60 m. Dans ce groupe, on peut citer Euryptérus, Megalograptus ou encore Pterigotus que nous avons pu voir à l'instant. Comme nous l'avons dit un peu plus tôt durant notre voyage, l'Euryptéride est un arthropode marin. Morphologiquement, il ressemble au scorpion, d'où son surnom de scorpion des mers. Il est apparenté aux arachnides et aux crustacés. Même s'il est proche du scorpion, les limules que l'on peut rencontrer encore aujourd'hui sont leurs plus proches cousins. En effet, l'Euryptéride fait partie du groupe des mérostomes, comme les limules, et non celui des arachnides, comme c'est le cas des scorpions. L'Euryptéride est facilement identifiable. On le reconnaît à son corps allongé et à sa grande queue articulée. À l'extrémité de sa queue, on peut voir son aiguillon. Cependant, contrairement aux scorpions que nous connaissons aujourd'hui, il s'avère que cet aiguillon-là ne contenait pas de venin. C'est tout du moins ce que nous savons à la lumière de nos connaissances actuelles.
L'euryptéride est aussi doté d'une paire de pattes en forme de nageoire et de pinces géantes et tranchantes. Elles sont très efficaces pour découper et broyer ses proies. Si certaines espèces du genre étaient sans doute opportunistes et n'hésitaient pas à se nourrir de cadavres trouvés çà et là au fond de l'océan, d'autres euryptérides étaient de fins prédateurs. Leur taille était un atout, et pour atteindre de telles mensurations, il faut que l'environnement et le milieu de vie soient propices. À cette époque, le taux d'oxygène est plus élevé. Or, des expériences sont parvenues à démontrer que plus le milieu aquatique ou terrestre est riche en oxygène, plus les insectes, mais également les euryptérides, dans notre cas, peuvent atteindre des dimensions exceptionnelles. Comme nous le disions à l'instant, les euryptérides font partie des plus grands prédateurs de l'époque et se sont très vite hissés au sommet de la chaîne. Ils chassaient en eau profonde des trilobites. Les trilobites ressemblent un peu à des cloportes aquatiques. Ce qui est valable chez les euryptérides en termes de dimension est tout aussi valable chez les trilobites. Il existait des espèces de quelques millimètres à peine, mais également de très gros spécimens. Certains affichent près de 75 cm de long. Il fallait donc des prédateurs adaptés à ce type de morphologie. Leur carapace dorsale rigide et riche en carbonate de calcium fossilisait facilement, d'où leur abondance dans les sédiments. Par contre, la face inférieure et les appendices sont rarement conservés. Ils ne sont connus que chez une dizaine d'espèces. Les euryptérides et les trilobites ont un autre point commun. Comme tous les arthropodes, ils grandissaient toute leur vie par mues successives. Si les euryptérides étaient de formidables prédateurs, c'est parce qu'ils étaient parfaitement équipés pour devenir les plus grands prédateurs marins de leur époque. Beaucoup d'animaux marins à queue ne peuvent la mouvoir qu'horizontalement. Chez les scorpions de mer, elle était horizontalement quasiment inflexible. Mais elle était en revanche très mobile, de manière verticale. Selon les chercheurs, les scorpions de mer pouvaient ainsi plier leur queue et la projeter loin sur leur cible. Ils assaillaient et tuaient leur proie avec des attaques latérales à l'aide de leur queue dentée. C'est ce que l'étude récente d'un spécimen fossilisé, celui de Slimonia acuminata, a pu révéler. Les euryptérides ont été nombreux et se sont beaucoup diversifiés au fil des ans. Mais ils ont également beaucoup évolué. Bientôt, au Carbonifère notamment, les euryptérides tels que l'Adelophthalmus pirae vont avoir la capacité de respirer à l'air libre, alors que ce sont jusque-là des spécimens aquatiques. Leur carapace était également capable de supporter la pression atmosphérique au grand air. Autrement dit, ils pouvaient peut-être de temps à autre se rendre sur la terre ferme sans difficulté aucune. Pour le moment, nous allons poursuivre notre voyage en pleine mer à la découverte des nombreuses autres espèces peuplant le vaste océan. Et oui, nous n'avons pas encore pris le temps de rencontrer de poissons. Or, comme tu vas le voir, l'histoire de ce groupe au cours du Silurien connaît de multiples rebondissements. Les poissons vont beaucoup évoluer, surtout à la fin du Silurien. Mais revenons un peu en arrière pour mieux comprendre ces changements. Les premiers organismes dotés d'une corde apparaissent au Cambrien. C'est de cette corde que dérive la colonne vertébrale, sur laquelle peuvent se fixer des muscles leur conférant ainsi une meilleure mobilité. Puis au cours de l'Ordovicien apparaissent des organismes tels que Sacabambaspis.
Arondaspis, et Astrapis, qui se dote d'un exosquelette. Cette carapace externe protège la partie antérieure de leur corps et laisse la partie postérieure souple pour faciliter les mouvements de leur unique membre, leur queue. Ils sont ainsi les premiers craniates à apparaître. On entend par craniate le clade qui comprend des animaux dotés d'un crâne cartilagineux ou osseux protégeant la partie antérieure du système nerveux. Ils font partie des ostracodermes. Dépourvus de nageoires latérales, ils n'utilisent que la force de leur queue pour se diriger dans le fin fond des océans. L'évolution du poisson dans les grandes lignes s'était à peu près arrêtée ici, à la fin de l'Ordovicien. Même s'il y eut quelques ébauches d'évolution, elle se fixe et se développe surtout au Silurien. On connaît plusieurs groupes de vertébrés fossiles pourvus d'un squelette minéralisé, mais dépourvus de mâchoire. Ces groupes, appelés également ostracodermes, sont les arondaspides, astraspides, hétérostracés, anaspides, galéaspides, pituriaspides, ostéostracés et télodontes. Nous allons prendre le temps de différencier certains de ces grands groupes chez les poissons du Silurien. Avant toute chose, faisons le point sur quelques notions de vocabulaire chez les poissons. Lorsque l'on parle de poissons ostracodermes, cela signifie que ce sont essentiellement des poissons vivant sur le fond et pourvus d'une armure osseuse massive. On parlera très souvent également de poissons agnates, c'est-à-dire des poissons sans mâchoire. Apparus discrètement à l'Ordovicien, les agnates, les poissons sans mâchoire, se diversifient. À côté des anaspides de forme banale, on trouve des groupes aux formes de plus en plus variées. Les hétérostracés avec une forme de fléchette, les ostéostracés ressemblant à des raies, ou encore les télodontes plus ventrus. Commençons par étudier les anaspides. Et pour découvrir ce groupe, nous allons observer un membre exceptionnel, puisqu'il s'agit de Birkenia. Il est un peu moins long que les précédents. Il mesure environ 10 cm. En revanche, comme les autres, il n'a ni mâchoire ni nageoire. Il se démarque également par un ensemble complexe d'écailles dorsales. Les anaspides possèdent généralement 6 à 25 branchies. Mais le genre Birkenia, lui, en possède 30. Celui-là est un Birkenia elegans. Il s'agit sans doute d'un poisson filtreur. Les ostracodermes sont, pour ainsi dire, les plus évolués des agnates. S'il reste du chemin à parcourir, ces poissons sont de mieux en mieux adaptés à leur environnement et équipés pour se défendre contre les prédateurs. Chez les membres des anaspides, on peut notamment citer l'anaspide Pharyngolepis oblongus. Il n'a pas de bouclier facial, mais une forme plutôt allongée avec une nageoire anale bien développée. Il mesure entre 10 et 25 cm environ. Chez les télodontes, nous pourrions partir à la rencontre du télodonte Loganelia scotica, un agnate d'environ 25 cm. Chez lui, pas d'écailles, mais une armure de plaques. On peut voir qu'il est plus ventru et assez différent morphologiquement des anapsides, malgré leurs quelques points communs. Un autre genre se démarque nettement des autres, les hétérostracés.
Les hétérostracés sont pourvus d'un bouclier dermique antérieur et d'écailles sur le corps et la queue. Comme tu peux le voir, l'avant de ces poissons est très marqué. Il arbore une forme de flèche ou de fer à cheval à l'avant. Les hétérostracés sont des vertébrés agnates. Ils sont reconnaissables grâce à leur bouclier facial, formé d'un os unique. On parle de bouclier dermique antérieur. Celui-ci ne grandit plus une fois l'animal adulte. Autre élément qui les caractérise, c'est leur corps aplati, avec une bouche située sur le dessus de la tête et des écailles couvrant le corps et la queue. Leurs plus proches parents actuels sont les myxines. L'un des spécimens vivant au cours du Silurien est le ptéraspis. Ce poisson présente un double bouclier de plaques dorsales et ventrales. Il a également un rostre ou rostrum. C'est un appendice de forme allongée que certains animaux, vertébrés ou invertébrés, peuvent avoir, comme le requin-scie par exemple. Même s'il ne dispose pas véritablement de nageoires à proprement parler, le ptéraspis a une queue lobée, une carapace et un rostre qui lui offrent un très bon aérodynamisme sous l'eau. Et puis, si tu l'observes d'un peu plus près, tu remarqueras alors que sa carapace a quelques protubérances sur les côtés, un peu comme des ailes, qui lui permettent également de concourir chez les meilleurs nageurs du Silurien. L'épine que tu vois sur le dos de sa carapace n'a pas beaucoup d'utilité pour la nage. En revanche, elle était sans doute très utile pour repousser les prédateurs. Le mets favori du ptéraspis est le plancton. Il vivait donc plutôt en surface et non dans les profondeurs. Il existe au Silurien différentes espèces de ptéraspis, notamment le ptéraspis crochi et le ptéraspis rostrata. Un poisson lui ressemble beaucoup. C'est pour ainsi dire un proche cousin du ptéraspis. Il s'agit du Rhinoptéraspis dunensis. Tu remarqueras que comme lui, il a une carapace, un rostre et des épines défensives sur le dos. L'un et l'autre mesurent entre 20 et 30 cm environ. Nous avons également évoqué tout à l'heure les galéaspides. Ces poissons font eux aussi partie du groupe des agnates. Ce sont des poissons primitifs qui n'avaient ni nageoire ni mâchoire. Un membre du genre s'appelle Chuyu seyangensis. Voici un autre membre du groupe, l'Axaspis. On reconnaît toujours cette cuirasse si particulière au niveau de la tête. Notre petit séjour chez les agnates touche à sa fin, mais notre voyage chez les poissons n'est pas terminé pour autant. En effet, l'évolution de ces poissons ne constitue pas la seule grande révolution les concernant. L'un des grands événements marquant le Silurien, c'est l'arrivée des poissons à mâchoire, les gnatostomes. Leur mâchoire s'est formée à partir du deuxième arc branchial des agnates. Les premiers vertébrés à mâchoire ou gnatostomes sont les acanthodiens, aux nageoires en épines, et les placodermes, dont l'avant du corps est enfermé dans une carapace osseuse. L'acanthodien Climatius reticulatus est l'un des premiers vertébrés à mâchoire. On le distingue facilement à l'aide de ses petites épines ventrales qui soutiennent son aileron. Les acanthodiens sont assez particuliers sur le plan évolutif, car chez ce type de poisson, on retrouve à la fois des caractéristiques de poissons osseux que l'on appelle les ostéictiens et des poissons cartilagineux que l'on nomme chondrictiens. Durant l'Ordovicien, les océans étaient peuplés de poissons dits ostracodermes, des poissons blindés possédant une cuirasse osseuse dermique. Ce sont, nous l'avons vu, des poissons faisant aussi partie des agnates.
Ils sont encore largement présents au Silurien. Mais à la fin de l'Ordovicien et au début du Silurien, l'arrivée des poissons placodermes et surtout des poissons gnatostomes, c'est-à-dire des poissons dotés de mâchoires, bouscule complètement le monde marin. Attention cependant à ne pas faire de mauvaises suppositions. Mâchoire ne signifie pas pour autant dentition. Le groupe des poissons placodermes a connu 2 révolutions majeures. Différent des ostracodermes, ils possédaient une cuirasse articulée, principalement sur l'avant du corps, composée de plaques qui rappellent la carapace des tortues. L'autre point fort de ces poissons, c'est bien sûr la mâchoire. Leur mâchoire se termine par des excroissances osseuses. On peut également voir ce type de mâchoire chez les tortues modernes. Il faudra encore attendre un peu pour voir de véritables dents chez les poissons. Pour autant, cette mâchoire primitive reste puissante et réalise parfaitement son travail de prédation. De plus, même si les dents ne sont pas tout à fait sorties encore, on peut voir des excroissances osseuses qui sont sans aucun doute les prémices de cette évolution biologique. On parle pour les placodermes de plaques gnatales et non de dents, dont la supérieure, supérognatale, venait s'appuyer sur l'os de la mâchoire inférieure, l'inférognatale. Cet ensemble de plaques avec leurs zones occlusives agissait comme de véritables ciseaux. C'est le cas notamment chez le poisson qui se déplace juste ici, sous nos yeux. Intelognathus primordialis. Il a plusieurs nageoires, une longue queue et une face bien singulière. C'est le premier à afficher ce qui s'apparente à un visage à travers la position des yeux, du nez et de la bouche si particulière. Lorsque tu observes un ostracoderme tel que l'Anaspide pharyngolepsis oblongus et un placoderme tel que Antelognathus primordialis, tu remarqueras qu'il y a plusieurs autres différences très nettes entre ces 2 groupes de poissons. Tout d'abord, la cuirasse des placodermes n'est plus uniquement sur la tête, mais bien tout au long du corps. On voit également nettement l'apparition des écailles. Au niveau morphologique, ce qui frappe l'œil, c'est sans doute la présence des nageoires. Ces poissons ont de véritables membres expressément conçus pour favoriser la nage. Ce groupe est donc en train d'enclencher un processus évolutif majeur. Avec l'apparition des nageoires, le poisson placoderme précise ses déplacements. Il nage mieux et plus vite. Sa carapace lui permet de se protéger des autres animaux marins. Et surtout, il se dote d'une mâchoire puissante, capable de venir à bout de ses proies et lui permettant de devenir un bon prédateur marin. Pour terminer sur l'éclosion des gnatostomes, il faut savoir que ce groupe donnera naissance quelque temps plus tard à 2 grands groupes que l'on connaît encore aujourd'hui, les poissons cartilagineux et les poissons osseux. L'analyse du fossile d'un Antelognathus primordialis a d'ailleurs chamboulé toutes nos croyances et notre savoir sur les classes de ces poissons et les théories sur leur évolution. Jusqu'à la découverte d'Antelognathus, on considérait que le squelette des placodermes n'avait rien à voir avec celui des poissons osseux et que les 2 étaient apparus séparément. On pensait donc que les poissons cartilagineux similaires aux raies et aux requins avaient donné naissance aux poissons osseux. Mais Antelognathus a de petits os crâniens et des maxillaires. Les placodermes seraient donc les ancêtres directs des poissons modernes. Les vertébrés étaient sans doute dotés dès le départ de leur squelette osseux. En effet, les os dermiques externes qu'ils possèdent sont similaires avec ceux des ostéichthyens. Ils ont donc sans doute la même origine.
Cela signifie que la place que nous avions accordée aux requins dans l'évolution n'est plus du tout la même. Cette révélation vient affiner nos connaissances sur tout un pan de la paléobiologie. Les fossiles ont encore beaucoup à nous apprendre. De telles découvertes nous permettent d'éclaircir un peu plus notre passé lointain. Quittons maintenant les placodermes pour un tout autre genre de poisson. Même s'ils ne font pas partie des gnatostomes à proprement parler, il serait intéressant de rencontrer quelques conodontes. Ces poissons si particuliers ont assurément beaucoup de choses à nous apprendre et nous faire découvrir. Le genre Urmiella par exemple, notamment Urmiella inflata, était présent dans les océans du Paléozoïque. Ce sont des animaux assez difficiles à décrire et plutôt originaux, voire effrayants, malgré leur petite taille. Ils n'ont pas de mâchoire et sont pourtant dotés de petites dents. Cela semble assez paradoxal, mais ce ne sont pas les seuls animaux à être pourvus de dents sans pour autant être équipés de mâchoires. C'est le cas des myxines et des lamproies par exemple. Les myxines sont nécrophages et les lamproies parasites. Une étude datant de 2012, publiée dans Proceedings of the Royal Society B, nous éclaire un peu sur cet animal, qui est certainement un vertébré, et sur son mode de nutrition, puisqu'il possédait un système de dentition plutôt original. D'après cette étude, les scientifiques, un groupe de Britanniques et d'Australiens, ont pu mettre à jour, grâce à l'usure des dents, le fonctionnement de leur dentition si particulière. Les dents fonctionnaient par paires, les unes en face des autres, exerçant des mouvements de rotation pour broyer la nourriture. Enfin, l'absence de mâchoire ne permettait pas à ces poissons d'exercer une forte pression, mais ils parvenaient à compenser le problème grâce à des dents très pointues. Après toutes ces rencontres marines, nous pouvons affirmer que même si le Silurien est une période courte, il a été marqué par de nombreux événements et de grandes évolutions biologiques dans le monde marin. La biodiversité marine se développe et s'enrichit en effet largement au cours du Silurien. Mais qu'en est-il sur Terre ? La vie terrestre est limitée à une bande humide étroite autour des cours d'eau et des lagunes. Mais même si elle est encore limitée, elle est présente. À la fois fragile et solidement ancrée au sol, elle est bien décidée à conquérir la terre ferme. Mais comme tu l'imagines, tout ne s'est pas fait en un jour. Il a fallu plusieurs millions d'années pour parvenir à cette bande terrestre étroite, humide et gorgée de vie du Silurien. Après la radiation ordovicienne, qui fut elle aussi très riche et importante, l'arrivée des premiers arthropodes sur Terre est sans aucun doute la révolution la plus importante de l'histoire de la vie sur Terre. Elle est symbolique. Elle marque le début de tous les possibles. Les plantes ont été les premières à coloniser la terre ferme, dès l'Ordovicien, il y a 470 millions d'années, modifiant fondamentalement la géosphère. Oxygénation de l'atmosphère, formation des sols et nouveaux régimes climatiques et sédimentaires. Mais jusqu'ici, les plantes étaient pour ainsi dire seules au monde. On peut malgré tout citer les mycorhizes, ces associations symbiotiques entre les racines des plantes et des champignons du sol, qui permettront aux plantes un meilleur accès aux éléments nutritifs du sol, mais qui participent également à l'altération de la roche. Autrement dit, ensemble, ils préparent le terrain pour voir éclore un biotope digne de ce nom. Lorsque les arthropodes débarquent enfin sur le continent, ils apportent avec eux le tout premier écosystème terrestre.
Les arthropodes ont été les premiers animaux à franchir le pas, avec les myriapodes et les arachnides aux siluriens, il y a 430 millions d'années. Ils ouvrent grand la porte aux hexapodes, les insectes, qui accosteront à leur tour sur la terre ferme au début du Dévonien, mais aussi à d'autres animaux tout droit sortis des eaux. Au total, 7 groupes d'arthropodes ont indépendamment rejoint la terre ferme. Les myriapodes, les arachnides, les hexapodes et au moins 4 groupes de crustacés, parmi lesquels les cloportes et les crabes. Les vertébrés ont donc été les derniers à coloniser les milieux continentaux, seulement à la fin du Dévonien. En effet, la sortie des eaux des vertébrés n'a pas pu être un épisode aussi rapide que celle des arthropodes, pour la simple et bonne raison que ces derniers sont mieux équipés pour faire face aux nombreux problèmes anatomiques et physiologiques qu'entraîne la vie terrestre. Les arthropodes vont jouer un rôle essentiel dans le développement des sols et la décomposition et le recyclage des nutriments. Pour mieux appréhender ce tout premier écosystème, nous allons remonter quelques millions d'années en arrière, afin d'observer les prémices des tout premiers couverts végétaux. Les plus anciens fossiles de plantes terrestres remontent au début de l'Ordovicien moyen, il y a près de 470 millions d'années. Nous allons surtout retrouver une partie du fossile de ces premières plantes, ces spores. Si le manque de fossiles complets limite notre savoir sur ces premières plantes, cela nous permet malgré tout de dater leur apparition. Un peu plus tard, au Silurien, on commence à pouvoir dénicher des fossiles d'un autre ordre. En effet, cette fois, on peut analyser des restes de fossiles de tiges et de racines de plantes d'il y a environ 430 millions d'années. Parmi ces fossiles, on trouve les premières plantes vasculaires, également appelées trachéophytes, permettant le transport de l'eau et des sels minéraux à travers la plante. Les plantes vasculaires qui produisent plus d'acide que les algues ou les lichens et dont le système racinaire est beaucoup plus développé offrent une plus grande surface de contact. Elles ont donc très probablement provoqué une intensification de l'altération du substrat, c'est-à-dire du sol où elles poussent. Avec ces premières plantes, la Terre est capable d'accueillir ces nouveaux habitants. Il a fallu de nombreuses transformations morphologiques, mais également physiologiques, que ce soit chez les plantes ou chez les animaux, pour que les organismes vivants puissent s'adapter à une vie terrestre. Si le monde aquatique n'est pas toujours des plus paisibles, la vie est rude à la surface et bien plus instable. Les arthropodes, grâce à leur carapace rigide, ont pu pallier la première difficulté que pose la pression atmosphérique sur un corps. Difficulté qui jusqu'ici n'était pas aussi problématique, puisque les organismes vivaient dans l'eau. Un autre problème auquel doivent faire face les premiers colons de la Terre, c'est la reproduction hors de l'eau. Les premiers temps, les animaux vivant sur Terre se reproduisaient encore dans un milieu aquatique. Il faudra en effet attendre quelques évolutions supplémentaires, et surtout des révolutions biologiques majeures, telles que l'œuf amniotique, pour contourner cet obstacle. Mais nous n'en sommes pas encore là, loin de là. Les plantes, tout d'abord, tentent de conquérir de nouveaux territoires et cherchent à s'installer progressivement sur le continent au cours du Silurien. Durant les époques précédentes, on a pu voir des algues vertes, les cyanobactéries et les lichens s'installer progressivement sur la terre ferme. Jusqu'ici, seul le lichen avait réussi à se faire une réelle petite place. Mais au début du Silurien,
la mousse parvient elle aussi à s'installer. Malgré la présence légère de cette végétation sur le sol terrestre, le paysage reste proche de la désolation. On est bien loin de la forêt luxuriante. Cependant, quelque chose va changer au cours du Silurien. L'eau ramène des sédiments sur les côtes et ces sédiments sont une aubaine pour certaines plantes qui peuvent s'accrocher au sol tout en profitant de l'eau située à proximité. C'est ainsi que Cooksonia va éclore, une plante avec une tige et une sorte de boule à son extrémité. Elle mesure en moyenne 10 cm. Mais cette hauteur est suffisante pour que Cooksonia puisse diffuser ses spores dans les airs et donc se reproduire. Bientôt Cooksonia tapisse les paysages côtiers. Cooksonia se développe, mais elle rencontre malgré tout quelques difficultés d'adaptation. Jusqu'ici, les plantes n'avaient pas à supporter la pression atmosphérique, tout du moins à travers l'eau. Elles supportaient bien plus facilement cette pression. Au cours de l'évolution, elles ont adopté un nouveau squelette, mieux adapté à la vie sur Terre. Au cours du Silurien moyen, une autre évolution majeure chez ces plantes va avoir lieu. Elles vont s'équiper de stomates, des petits orifices qui vont leur permettre une respiration aérienne. Les plantes connaîtront ainsi de nouvelles capacités afin de s'adapter à leur nouvel environnement. Dans l'eau, les nutriments étaient plus faciles d'accès. Sur Terre, elles font face à la roche. Pour pallier ce problème, elles vont acquérir les rhizomes. Ce sont les prémices, si l'on peut dire, des racines. Grâce à cela, elles peuvent absorber des nutriments du sol et surtout les redistribuer, même aux organes les plus hauts de la plante. Il faudra attendre quelques millions d'années encore pour que les plantes complètent leur panoplie avec des excroissances. Celles-ci vont leur permettre de capter plus de rayons du soleil et donc de se développer. Pour que chacune tire son épingle du jeu, il faut parfois monter bien plus haut que les autres. À cette époque, les fougères sont bien plus grandes que celles que nous connaissons, par exemple. Mais si au Silurien, la végétation est encore très limitée, elle permet tout de même d'aider de nouvelles espèces à éclore. Sur la terre ferme, il y a en effet quelques espèces végétales, mais aussi des animaux qui débutent leur périple sur Terre. Au Silurien, nous en sommes encore aux prémices de la végétation. Mais cela suffit pour que les myriapodes et des arachnides, avec les acariens, les araignées et scorpions, parviennent à s'adapter à un environnement terrestre. Les arachnides forment une classe d'animaux que l'on confond et limite souvent aux araignées. Si les araignées en font effectivement partie, elles n'en sont pas les seuls membres. Cette classe comprend également les scorpions, ou bien encore les acariens, les tiques ou les opilions. Ce groupe se distingue notamment par le fait que ses membres possèdent 4 paires de pattes, qu'ils n'ont ni ailes ni antennes, et que leurs ocelles, c'est-à-dire leurs yeux, sont simples et non composés, comme c'est le cas chez la libellule, par exemple. Les arachnides font également partie des arthropodes, c'est-à-dire qu'ils ont un corps segmenté, et ils sont plus particulièrement des arthropodes chélicérés. Ils ont donc des chélicères. Ces chélicères sont des appendices proches de la bouche qui se terminent par des crochets ou des pinces. Si tu as été attentif durant notre voyage, cette description te fait sans doute penser à nos fameux euryptérides. Tu as tout à fait raison de faire le lien. Ce sont effectivement, tout comme eux, des arthropodes chélicérés. L'ordre des arachnides est compris dans la classe de ces arthropodes chélicères.
Les euryptérides en font donc également partie, puisqu'ils sont eux aussi dotés d'appendices proches de la bouche, qui se terminent par des crochets ou des pinces. Contrairement à notre première rencontre avec les euryptérides, cette fois, nous n'allons pas chercher dans l'eau les membres de ces arthropodes chélicères, mais bel et bien sur la terre ferme. La végétation aidant, les araignées, les scorpions ou encore les myriapodes sont parvenus à s'y faire une petite place. Comme tu le sais sans doute à présent, les premiers arthropodes à pinces du sous-ordre des Chelicerae sont apparus il y a environ 540 millions d'années, pendant le Cambrien, la plus ancienne des périodes de l'ère paléozoïque. La plupart se sont adaptés à la vie terrestre. Mais au cours du Silurien, on voit apparaître les premiers scorpions et les premières araignées à s'établir sur le continent, tout du moins à laisser une trace témoignant de leur passage sur Terre. Et oui, n'oublions pas que l'histoire lointaine est une science bien particulière. Les scientifiques s'appuient sur les connaissances actuelles, la technologie et bien sûr, en premier lieu, sur les fossiles retrouvés. Malheureusement, on ne parvient pas toujours à trouver des vestiges de ce passé si lointain. D'après les analyses des éléments en notre possession pour le moment, il s'avère que les premiers scorpions et araignées sur le continent datent du Silurien. Mais de futures découvertes actualiseront ou affineront peut-être cette information. Chez les arachnides du Silurien, on rencontre sur Terre le genre scorpion et le genre araignée en particulier. Nous avons rencontré précédemment un scorpion de mer. Cette fois, il s'agit d'un scorpion terrestre, Paléophonus. Il s'agit d'un scorpion de 7 cm environ. Et oui, les plantes plus imposantes et un nouvel enrichissement des sols favorisent l'enrichissement de la biodiversité. On peut apercevoir des araignées, des scorpions et des myriapodes. Paléophonus, notre scorpion, a un mode de vie qui pose encore question. Il a vécu sur la Terre, c'est un fait. C'est tout du moins ce que laisse à penser le témoignage des fossiles retrouvés. Maintenant, à savoir s'il était exclusivement terrestre, aquatique principalement, et sur la terre ferme à ses heures, ou bien encore aquatique durant sa forme juvénile, puis terrestre une fois adulte, la question reste en suspens. L'aiguillon qu'il a au bout de la queue, appelé également telson, est quant à lui sans doute venimeux, contrairement aux euryptérides que nous avons vus. Chez l'araignée, on constate nettement des similitudes et des divergences avec le scorpion. En effet, chez le scorpion, l'abdomen se prolonge sur un post-abdomen que l'on appelle la queue. Chez l'araignée, le corps est composé de 2 parties, mais la tête et le thorax sont combinés en une seule et même partie, que l'on appelle le céphalothorax. La seconde partie est constituée de l'abdomen. C'est sur le céphalothorax que l'on va retrouver les 4 paires de pattes locomotrices et les chélicères. Si les plus beaux spécimens fossiles datent du Dévonien, Paleocarinus rhignensis a vécu sur Terre à la fin du Silurien. Il fait partie de l'ordre des Trigonotarbida. Les araignées de l'ordre des Trigonotarbides n'ont pas encore de filière productrice de soie, contrairement à la majorité des araignées prédatrices actuelles. On peut par exemple citer Cryptomartus repskei. Pneumodesmus vivait également sur Terre à la même époque. Cette fois, nous sommes face à un myriapode. Il est sans doute le tout premier de ce groupe à faire ses premiers pas sur le continent. Cet ancêtre des 1000 pattes marque une étape importante de la conquête du milieu terrestre par les arthropodes, puisqu'il est le plus ancien animal terrestre découvert à présenter une respiration
typiquement aérienne. L'ouverture de la trachée est visible sur les segments de fossiles retrouvés et laisse donc à penser à une vie terrestre. Il faudra ensuite attendre patiemment que l'évolution biologique poursuive son processus pour que d'autres organismes parviennent à vivre sur le continent. Pour conclure notre périple au Silurien, il faut retenir que celui-ci constitue une période de transition entre l'Ordovicien et le Dévonien. Une période où les plantes et certains arthropodes vont finalement parvenir à conquérir le sol terrestre, mais aussi où des poissons primitifs vont faire leur grande entrée parmi les animaux aquatiques. Des poissons primitifs qui donneront plus tard naissance à une révolution majeure dans le monde du vivant. En effet, les acanthodiens donneront naissance aux ostéichthyens, les poissons osseux, qui donneront naissance ensuite aux sarcoptérygiens. Ces derniers vont eux-mêmes donner naissance aux crossoptérygiens. Tous ces groupes ne te disent peut-être pas grand-chose. Il faut dire que ce sont des noms assez difficiles à retenir. Mais tu dois savoir que les crossoptérygiens donneront naissance lors du Dévonien au premier tétrapode que tu connais peut-être mieux puisque ce grand groupe comprend par exemple les dinosaures et les oiseaux, les amphibiens, les reptiles et les mammifères. Mais tout cela, c'est une autre période, une autre histoire, un autre voyage temporel.